Donc, le problème est politique, car à l'époque de la lutte contre le charançon du bananier, il s'est trouvé des hommes politiques guadeloupéens, martiniquais, pour aller demander plus de chlordécone, aller demander quérir ces dérogations pour qu'on puisse continuer à lutter contre le charançon et sauver les emplois, sauver l'équilibre de la balance commerciale de la France qui était battue en brèche par la banane dollar. Donc, à la source du problème, à la source de cette pollution, il y a un choix de société, un choix d'une société libérale productiviste que les écologistes combattent, mais que personne ne veut entendre, car on nous dit, vous voulez nous faire retourner à l'époque de la lampe à pétrole. Quand on leur dit qu'on ne va pas pouvoir atteindre l'autosuffisance énergétique en simplement par le recours aux énergies renouvelables, baisser notre empreinte carbone, il va falloir réduire notre consommation, il va falloir arrêter de laisser nos voitures en marche pour garder la clim quand on attend 1 heure devant un bâtiment, et même les hommes politiques, les ministres et autres, se font attendre par le chauffeur qui est en route. Donc, ce choix de société libérale productiviste correspond à un choix citoyen et qui a conduit à élire des hommes politiques qui n'ont pas eu foi aux yeux pour aller demander des dérogations, alors qu'en 1976, lorsque l'usine fabriquant le chlordécone a explosé à Hopewell en Virginie, eh bien, les Américains ont banni ce produit pour leur territoire et il s'est trouvé des Européens de chez nous et d'ailleurs pour aller acheter la licence et continuer à produire du chlordécone. Donc, à la genèse de cette pollution, il y a un choix de société marqué par des choix électoraux, et ces choix électoraux procèdent encore d'un travers qu'il faut aussi dénoncer, c'est l'intérêt général avec la somme d'intérêts particuliers, chacun venant défendre sa chapelle. S'empêcher que cette pollution puisse avoir des répercussions sur les femmes le cordon ombilical, les politiques et sans budget, ils avaient les occidentaux, donc leur vision était à la courte vue et ne pensait qu'à la protection et qu'il fallait faire que le maximum de la banane puisse être content et que le maximum de vendeurs de chlordécone et d'importateurs de chlordécone puissent continuer à financer leur campagne et tout. Donc, c'est une ambiance générale de libéralisme, productivisme qui n'a pas tiré les profits qu'on pourrait tirer de l'augmentation de la productivité grâce au progrès technologique, qui fait que maintenant on peut produire plus en travaillant moins, on peut produire plus en polluant moins si on veut bien. Mais au contraire, on a considéré que ces progrès devaient nous permettre de nous enrichir, car jamais les riches n'ont été aussi riches et jamais les pauvres n'ont été aussi pauvres. Donc moi je pense que c'est un monde libéral productiviste résultant de la pression des lobbies et de la connivence des élus désignés par le peuple. Et c'est cette classe politique qui prend les décisions, mais on doit se poser la question, qui prend effectivement les décisions relatives à l'intérêt général? Qui les prend? On pourrait penser aux élus. Mais M. Louis Mermaz, qui est ministre, l'un des ministres qui a autorisé ces dérogations, il a été interrogé pendant des heures par les juges d'instruction, et quand on lit les procès-verbaux, le procès-verbal d'audition de Louis Mermaz, on voit bien que, quoi qu'on puisse penser des juges, on voit bien qu'il y a une démarche plutôt solidaire de nous dans la quête de la vérité. Parce que dès le début, les juges m'ont dit que cette affaire parlait prescrite, et je leur ai dit, notre combat a une double visée, c'est la vérité et la justice. La justice, si vous ne pouvez pas nous la donner, donnez-nous au moins la vérité. Et donc, elles, puisque c'est que des femmes, elles ont été très loin dans la quête de la vérité. Et donc, la quête de cette vérité nous a permis, à travers l'audition de Mermaz, de voir que ce ne sont pas toujours les politiques qui prennent les décisions. Les décisions sont inspirées par les lobbies qui viennent dire c'est ce qu'il faut faire, et ils sont installés à Bruxelles, ils sont installés partout, et ils disent aux politiques ce qu'il faut pour qu'on fasse plus de prix et qu'on crée plus d'emplois et que vous en mettiez aussi plein les poches. Donc, on pourrait penser que c'est que les politiques. Mais à l'audition de Louis Mermaz, il est apparu quelque chose qui a prolongé son audition, c'est que M. Mermaz ne reconnaissait pas les décisions qui étaient prises en son nom. Il disait que c'était les directeurs, des directeurs d'administration qui avaient pris des décisions, et au point qu'il nous a conduit à saisir le juge d'une requête au fin de demander au procureur de prendre un réquisitoire supplétif
afin qu'on puisse s'instruire sur un faux et usage de faux qui nous public qui passait de la question s'il s'agit de Tu les mettras en haut, frère. D'accord. Ok. Je vais juste baisser la sortie parce que ça interfère. Donc, il a dit, M. Mermaz, que ce sont les directeurs qui ont pris ces décisions et effectivement, un nombre de décisions étaient prises par les directeurs qui signaient pour le ministre. Alors, il a dit qu'il ne connaissait pas. M. Mermaz est allé jusqu'à dire qu'il n'avait jamais entendu parler de chlordécone et qu'il a entendu parler de chlordécone à l'occasion d'un article que Le Monde a écrit, je crois, en 2017, il y a quelques années. Il a dit, c'est la première fois qu'il a entendu parler de ça. Il a donné le nom du préfet Proust, qui était en la Martinique à cette époque. Il a dit, le préfet Proust ne lui a jamais parlé de chlordécone. Et voilà son expression. Il a dit, même Aimé Césaire, qui était le patron de la Martinique, ne m'a jamais parlé de chlordécone. Donc, la question se pose de savoir, est-ce que les politiques prennent vraiment les décisions ou est-ce que dans les bureaux, il n'y a pas des directeurs à qui on paye des voyages, des fois, à qui on donne des cadeaux, à qui on emmène ce sucre pour prendre des décisions et qui s'arrangent pour que le ministre, dans le champ des délégations qu'il donne, puisse les laisser faire. Donc, la question de qui a pris cette décision que M. Reynaud pose comme étant une décision politique, il s'agit de savoir est-ce que les directeurs de cabinet, les directeurs d'administration nationale, est-ce que ces gens-là ont la légitimité pour prendre les décisions afin qu'elles portent le sceau du politique? Alors, moi, je pense que non, que ces personnes n'ont pas cette légitimité, mais c'est les politiques qui les laissent faire. C'est les politiques qui, pour se décharger, donnent des délégations en vertu desquelles on prend des décisions scélérates et qui y engagent tout le monde, puisque, après M. Mermaz, il n'a rien fait pour ces dérogations. Or, il porte le poids politique et juridique de l'une des dérogations et le secret de l'instruction qui est en cours encore, puisqu'on a fait appel, va bientôt tomber. Et lorsque on aura épuisé toutes les voies de recours, on pourra mettre ce dossier à la disposition de tout le monde. Et vous verrez que les 316 pages de l'ordonnance de non-lieu résument à peine les dizaines de milliers de pages d'un dossier qui est à court depuis près de 20 ans, en tout cas 16 années d'instruction. Et vous verrez qu'on a gagné le combat de la vérité. On sait tout maintenant. On connaît les noms des entreprises, on sait les faux qu'ils ont fait, on des entreprises déjà liquidées, on continue à passer des commandes, des entreprises qui vendent de la peinture, ont commandé du chlordécone. On a toutes les informations et ceux qui nous disent qu'on s'est planté, qu'on aurait dû faire un procès administratif, ben, moi, je pense que c'est eux qui sont fous parce qu'à l'époque, on n'avait rien pour aller faire condamner l'État. Quand on aura fini avec le secret de l'instruction, on aura tout pour faire condamner l'État. Chacun pourra faire un procès quand on lui dira s'il considère qu'il est malade à cause de ça. On a toutes les informations, on n'a pas bossé pour rien et je dis que je salue le travail des juges parce qu'ils auraient pu se planquer et ne pas faire les investigations. Ils l'ont fait, les gendarmes d'Arcueil, qui sont la brigade qui a en charge la lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé, eux aussi, ils ont saisi beaucoup de documents, beaucoup de dossiers qu'on n'aurait jamais eu si on avait fait un procès administratif. C'est pas la partie adverse, l'État, qui nous aurait communiqué ces pièces qui sont compromettantes pour elles. Donc, pour revenir au sujet, qui est donc que le chlordécone, un problème éminemment politique, c'est comme ça que je l'ai posé, non pas seulement le non-lieu, mais à la base, à la genèse, je pose que c'est politique et l'historique de la pollution au chlordécone montre que ce sont des politiques à la solde du pouvoir économique et des fonctionnaires outrepassant le cadre de leur délégation qui, pour des intérêts certainement pas de l'intérêt général, qui ont accordé ces dérogations et en prêtant le flanc à la corruption. Alors, la question du non-lieu. La question du non-lieu, une ordonnance de non-lieu est une ordonnance qui est prise par un juge. Là, en l'occurrence, deux juges, puisque cette affaire a toujours été confiée à des binômes de juges. Donc, deux juges ont conclu qu'il fallait prononcer un non-lieu et un juriste, un avocat, comprend ça. Parce que si les juges avaient mis en examen un quelconque ministre ou directeur, tout de suite, des écuries d'avocats auraient combattu toutes les nullités, toutes les failles, et c'est pas sûr que ce dossier serait arrivé à un procès si on avait mis en examen.
Et peut-être que les juges auraient plus d'audace si la population guadeloupéenne, la population martiniquaise, avait été plus exigeante. Parce que c'est la justice est rendue au nom du peuple. Oh, il y a un peuple complètement endormi pendant 16 ans, qui, là, on a vu les politiques, tout le monde réagit après le non-lieu, mais il y avait pas une demande de justice comme on l'a eu pour l'amiante, comme on a vu des gens combattre, exiger dans les syndicats, dans les entreprises, des grèves et tout, jusqu'à ce qu'on reconnaisse qu'on empoisonnait les gens en les faisant travailler l'amiante. Donc, ce non-lieu est en partie la résultante de notre endormissement. Parce qu'à chaque fois, on ne va pas chercher les torts ailleurs et penser que les autres sont coupables et pas nous. Et j'ai eu l'occasion de dire que si l'équivalent de 2 groupes de carnaval déboulaient à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre pour exiger justice, je pense qu'aucun juge n'aurait pris le risque de non-lieu. Il aurait pris le risque d'une mise en examen et éventuellement d'une affirmation par un juge dans un cadre judiciaire. Mais là, il y avait pas le risque d'avoir une riposte violente était plutôt du côté des cols blancs. Et donc, les magistrats ont été au bout de ce qu'ils pouvaient faire dans un système où il n'y a pas tant que ça la séparation des pouvoirs, comme on le dit, parce qu'au nom de la séparation des pouvoirs, nous ne pouvons pas demander au président de la République de casser le non-lieu. Mais nous ferons appel, nous ferons un pouvoir en cassation, et c'est parce qu'on a annoncé tout cela qu'on a adressé des notes au juge d'instruction, leur démontrant qu'il ne peut pas y avoir de non-lieu, que les juges ont finalement rendu une ordonnance où ils ne parlent pas de non-lieu. Elles ne parlent pas de non-lieu. Elles ne parlent pas de prescription. Donc, tout le monde continue à dire comment il y a prescription, mais Jean Bonosola, les juges ont senti que si on va sur la prescription, l'histoire du temps dans un problème qui affecte nos terres pour 700 ans, nous leur avons dit ça, le chlordécone, la pollution, c'est hors du temps, puisque l'idée même de prescription correspond à l'échelle de la vie humaine d'un principe d'oubli collectif. On se dit, on vit 80 à 100 ans, quand vous restez 10 ans sans rien faire, c'est que le problème ne vous intéressait pas, donc la justice passe à la part. Mais quand un problème peut durer 700 ans, on ne peut pas venir nous parler de prescription. Et on l'a démontré, les juges ont décidé de ne pas suivre le procureur en disant que l'affaire est prescrite. Elles ont démontré que les infractions qu'on avait invoquées, mise en danger de la vie d'autrui, c'est intervenu après 1993. Donc, pour eux, la loi qui a voté cette infraction de mise en danger de la vie d'autrui par violation d'un règlement, d'une loi ou autre, cette infraction n'existait pas au moment de la dérogation. Donc, elles ont choisi de se camper sur les dérogations et de faire comme si tout ce que nous reprochons à l'État, c'est d'avoir accordé des dérogations. Elles ont dit, donc, ces dérogations, au moment où elles sont prises, le principe de l'égalité interdit qu'on applique une infraction qui n'existait pas, qui n'a existé avec effet qu'à compter de 93-94. Donc, première raison, on écarte cette infraction. Après, l'administration de substances nuisibles, les juges disent qu'à l'époque, les données de la science ne permettaient pas de savoir que vraiment, en vendant des produits chlordéconés, on participait à empoisonner les gens. Donc, et la dernière infraction, être pris sur la marchandise qu'on avait invoquée, les juges ont aussi démontré qu'elle n'était pas caractérisée. Donc, on n'est pas dans une logique où on nous dit, circuler, il n'y a rien à voir, il est trop tard. Parce qu'on avait déjà affûté nos armes et les magistrats ont certainement senti que ça ne passerait pas et ont donc choisi de se réfugier derrière une démonstration juridique qui tend à démontrer que les données de l'infraction ne sont pas réunies, car en droit français, en droit pénal, pour qu'une infraction soit caractérisée, il faut qu'elle soit matériellement établie, mais même quand on est établi matériellement, il faut encore démontrer la dimension morale, l'élément moral de l'infraction, qu'on savait ce qu'on faisait, on avait conscience de transgresser la loi. Donc, à cet exercice, les juges ont considéré qu'on avait échoué en ne démontrant pas qu'il y avait une volonté de transgresser la loi et que c'était quelque part systémique. Et c'est ce qu'elle dit, cette infraction a été commise à une époque où l'environnement, l'impact sanitaire de ce qu'on mettait dans l'environnement n'était pas une préoccupation ni des politiques, ni de ceux qui les élisaient. Et je n'arrête pas de revenir là-dessus, pas pour me disculper parce que je fais de la politique, ne me considérant pas comme un politicien, mais comme un citoyen engagé. Je pense qu'il ne faut pas disculper le peuple qui choisit des élus
qui ont réclamé du chlordécone. Certains qui avaient des postes importants ont même été connus des carrières brillantes, peut-être parce que ils étaient dans le jeu de chlordéconien, libéral productiviste. Donc, le non-lieu qui intervient est pour moi l'expression à un moment donné de la défaillance du système à corriger, à réprimer les errements de ces acteurs que sont les politiques, les administratifs, les fonctionnaires et ceux qui choisissent les politiques. Donc, le débat aujourd'hui, c'est après le non-lieu, que peut faire le politique? Alors, on a bien vu que depuis qu'il y a eu cette ordonnance de non-lieu, les politiques expriment unanimement leur indignation. Et tout le monde est indigné à juste titre. Personne ne peut penser qu'un problème où les juges eux-mêmes, par une ordonnance bien charpentée, démontrent qu'il y a eu un scandale, qu'il y a eu faute, qu'il y a eu des actes illégaux et qui ont été commis par des personnes qui n'en avaient pas le pouvoir, et au point qu'un ministre dise qu'on a volé sa signature. Donc, c'est dans une sorte de marigot d'actes illicites qu'on nous a empoisonnés. Donc, le problème est posé qu'il y a eu scandale, il y a eu faute, il y a eu défaillance de l'État, puisque le préambule de la Constitution depuis la 4e République prévoit que l'État assure aux citoyens la santé, les loisirs. L'État est là pour garantir notre santé. Or, on a vu que l'État a plutôt joué le jeu des lobbies, le jeu du fric, du profit, plutôt que celui de la santé. Donc, le politique aujourd'hui, peut-il se contenter de s'indigner? Non, puisque au-delà de s'indigner, le politique doit déjà pouvoir mobiliser ses électeurs. On a vu, puisque le lionnage contre les pollutions a eu une rencontre avec les politiques. Moi, j'ai l'avantage d'être sur le groupe de la société civile et d'être en même temps un élu. Et je m'aperçois quand même qu'il y a un fossé qui se creuse entre les politiques et la société civile. Les politiques qui, eux, veulent fédérer toutes les forces vives ont invité le président de la CCI, ont invité les avocats, l'ordre des avocats, ont invité les différents corps constitués. Et on voit bien que lorsqu'il s'agit d'exprimer autrement que par juste des mots l'indignation, on voit bien qu'il n'y a plus personne. On commence à nous dire non, on ne peut pas faire notre travail. Comment on peut bloquer la Guadeloupe pour un jour? On est empoisonné pour 700 ans et j'ai assisté à une réunion où on a affirmé que c'est pour pas bloquer la Guadeloupe pour un jour. Si, lorsqu'en 2100, on va écrire ça dans un livre d'histoire, moi, je suis heureusement venu là. Parce que c'est une honte qu'un problème qui affecte nos terres et nous-mêmes pour 700 ans, on n'est pas prêt à bloquer la Guadeloupe une journée. Mais c'est du la raison. Mais Macron a raison aussi, il est obligé d'arriver nous. Et donc, on voit qu'il y a un fossé car l'homme politique n'a plus la liberté. Il doit s'assurer qu'en prenant sa décision, il ne va pas déranger le pouvoir économique, qu'il ne va pas déranger la CCI et tous ses membres, il ne va pas déranger le BTP, il ne va pas déranger les banques, il ne va déranger personne. Donc, on est toujours dans le même système. On est toujours dans le système, le profit, l'argent avant la santé, le fric avant l'homme. Et qui combat ça depuis tantôt? Les écologistes disent non, il faut arrêter, il faut changer de braquet, il faut changer de paradigme. Décidons de vivre avec moins, décidons de gaspiller moins, décidons de vivre avec plus de cœur, plus de solidarité. Il y en a l'autre, retournons au bail coco pour savon. Personne ne veut de ça. Donc, si nous voulons vraiment que nous changions notre approche et que nous soyons à la mesure de la mission que les générations futures nous prêtent, de conserver cette terre pour la leur passer comme nos parents ont fait pour nous la passer en utilisant fumier, caca-bœuf et tout pour leurs plantes, en utilisant des cycles et également l'association d'herbes et de plantes qui font qu'il y a moins d'herbes quand on plante un concombre sur le terrain. Il y a le concombre qui court, empêche l'herbe de pousser. Il y a des complémentarités entre cultures, il y a des process naturels qu'on peut utiliser, mais est-ce que nous sommes prêts à en revenir là? Et donc, je m'interroge sur la capacité des politiques à mobiliser leurs électeurs dans le sens de cette cause-là.
Donc, le politique, la première chose qu'il peut faire, c'est de même qu'il le fait lorsqu'il y a campagne électorale, de même qu'il passe avec les micros, allô, allô, annonçant aux gens là où il y a la conférence ce soir. On doit pouvoir faire ça aussi. On doit pouvoir faire des petites réunions de quartier. On doit pouvoir, s'il n'y a pas d'élection, il n'y a plus de réunion de quartier. Il n'y a plus de dialogue avec les citoyens. Et les réseaux sociaux sont venus achever tout ce qui restait comme contact à l'occasion au moins des fêtes de quartier entre politiques et acteurs. Maintenant, il doit y avoir beaucoup de gens dans leur chambre là qui nous regardent et qui crient, qui disent ah, ça, c'est inacceptable. Ça, nous ne pouvons pas faire ça. Mais ils sont chez eux. Et quand ils ont fini de dire c'est au McDonald's, ils vont manger au McDonald's. Donc, moi, je suis plutôt inquiet de ça. J'en parlais avec nos amis là, les Rosuel, quand on est arrivé, je leur disais, effectivement, Nico disait, mais je ne comprends pas. Hein. Il y a un monde qui a descendu dans la valeur, avant les filles, ils vont aussi enrager. Mais ils ne vont pas enrager pour qu'on pose au yokai. Quand je vois un bout passer, je pense qu'il y a quelque chose au bout, on va penser Macron, depuis ce mouvement-là, parce que je suis là. Mais si c'est pour que on n'y a personne. Donc, on a un problème qu'il faut qu'on regarde en face et qu'on travaille sur ça. Et je pense que le travail du politique commence là. Comment conscientiser, comment faire pour que ça soit un petit club, un petit milieu, une petite élite qui se mobilise. Vous, c'est-à-dire nous, là, qui là, des gens qui sont toujours là, qui intéressent le pays. Parce qu'ils cherchent. Le politique doit pouvoir Il cherche mobiliser les électeurs. On va bien, je remets. Que pendant les élections. Ça fait tout ça, mais la défense, ça fait pas. La politique peut aussi relayer au point du pouvoir national les doléances des citoyens. Si les citoyens expriment une réprobation, ils expriment une protestation, le politique, son rôle, c'est de le faire entendre au niveau national. Les députés de façon plus spéciale, mais de façon générale, les maires, les conseillers municipaux, les conseillers communautaires, partout où ils sont, ils pourraient explorer un débat. Hier, on était au conseil communautaire, alors je me dis petit Jalton, après l'hommage à Madame Leblanc, est-ce que nous ne pouvons pas poser, nous parler 10 minutes de chlordécone? On est empoisonné pour 700 ans. Non, là encore, on est dans un schéma où il faut qu'on fasse vite, parce qu'on a 4 heures, on a 19 sujets, il faut les passer, les documents qui nous sont joints, il faut les avoir lus, il faut pouvoir répondre, et les problèmes comme ça, existentiels, sont passés à l'acte. Donc, comment le politique peut relayer auprès du pouvoir national les doléances des citoyens? Et en dernier ressort, il me semble que le politique, il lui revient de proposer des solutions, proposer des réponses. Quelles réponses? Déjà, faire le bilan de comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est bien mêlé? Et qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû faire? Et qu'est-ce qu'on peut encore faire? Et j'ai posé la proposition de faire une loi parce que tout le monde considérait que les juges avaient le dernier mot et que ce non-lieu mettait fin au combat. Moi, je pense qu'il n'y a pas de prescription pour l'action publique. L'État doit transcender cette divergence, cette controverse entre nous, les plaignants, et les juges, pour prendre une décision dans le sens de l'intérêt général. Alors, la notion d'intérêt général, c'est un vaste sujet parce que, en tant que maire, je le vis, je vois bien que l'intérêt général, plus personne ne pense à l'intérêt général. Si tu fais rien pour moi, tu n'as rien fait. Si on m'a donné augmentation, pas mon principe que maire, ça va faire rien. Si nous ont dit, nous m'en en moins, pour venir ramasser, ce maire ne fait rien. Il s'en fiche que j'ai réglé le problème des enfants de l'école, que j'ai réglé un problème d'éclairage, que j'ai réglé, si, ou pas régler le problème au moins, ou pas, ça n'y a rien. Et avec les réseaux sociaux, beaucoup de mépris, beaucoup d'injures, beaucoup d'insultes, beaucoup d'invectives, la notion d'intérêt général se réduit encore, selon moi, à ce que chacun défend sa chapelle, chacun défend, et le politique qui est un peu l'otage de ces personnes qui votent pour eux ou qui financent leur campagne, quand c'est le cas de ceux qui se sont pervertis, eh bien, le politique a perdu cette liberté d'embrasser l'intérêt général, de travailler en sa faveur. Et donc, ça nous renvoie encore à nous-mêmes. Comment on fait pour changer de monde? Comment on fait pour s'émanciper véritablement? Et je dis que l'écologie est la solution, car l'écologie nous affranchit de la dépendance à la consommation à outrance. L'écologie nous prône les circuits courts,
plus d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur, on va acheter à la source. L'écologie prône la solidarité, non seulement la solidarité territoriale entre le Nord et le Sud, la solidarité entre les générations, les anciens et les jeunes, la solidarité tout court. Donc, un des piliers de l'écologie, c'est la solidarité. Solidarité, circuit court, choisir les élus au plus près, rapprocher les décideurs, les administrés des administrateurs, les décideurs des électeurs. Donc, c'est en embrassant ces valeurs de l'écologie, en rompant avec le système libéral productiviste où on cherche à tout prix à faire toujours plus de profit au détriment de la majorité des masses populaires. Ce système-là, il tue l'environnement, il tue l'homme, il tue la société. Et combien sommes-nous qui soyons prêts à embrasser la cause de l'écologie qui aujourd'hui est devenue l'essence même des politiques publiques, parce qu'il y a des lois qui font que l'écologie aujourd'hui, c'est plus l'affaire des écolo-bobos. L'écologie aujourd'hui, c'est du droit positif. Des lois nous imposent une transition énergétique, transition écologique. On nous impose de désartificialiser les sols, de casser partout où on a bétonné, d'enlever ce grand cercle en béton qu'on a mis sur la place de la Victoire, par exemple, pour remettre de l'air, de la verdure et des circuits pour qu'on puisse effectivement ne pas marcher dans la boue. On veut bien. Mais la place de marché aux épices, qui est une vaste place presque carrelée, il y a un revêtement au sol que je connais pas, qui ressemble au marbre, mais je connais pas son nom vraiment. Mais cet endroit-là, l'eau glisse à une vitesse sur cet endroit, puisque ça ne pénètre plus dans le sol, que les inondations arrivent après 15 minutes de pluie. Donc, qui serait prêt si notre conseil municipal décide de réduire cet espace bétonné pour mettre un peu de quelques plantes et quelques arbustes et faire que ça soit plus arboré et plus vert? Eh bien, on va nous dire, ouais, mettez la boue, la poêle. Et donc, nous-mêmes devons nous regarder en face et nous devons nous demander dans quel monde, dans quelle société nous voulons vivre. Et je crois que les politiques n'auront pas le choix. Ils sauront que leurs électeurs ne croient plus en juste mettre un lampadaire devant chez moi et penser qu'ils vont voter pour toi, juste venir mettre du goudron sur 100 mètres pas loin où j'habite et tu dis que tu as gagné sans voir, ça ne suffit plus. Le goudron, les tapants d'eau, les bois et manger ne suffisent plus. Nous aspirons à un autre monde. Nous aspirons à ce que nos enfants vivent dans un autre monde. Et cette expression, cette revendication politique, elle aura une traduction à travers les élus que nous choisirons. Et je ne doute pas que des élus écologistes n'auraient jamais accepté qu'on donne des dérogations pour continuer à utiliser du chlordécone 14 ans après Rupwell, après l'explosion à Virginie qui a laissé tous les ouvriers qui marchaient en tremblant et tout le monde sait ce que ça fait. Eh bien, ils ont été indemnisés en millions de dollars. Nous, on se bat pour avoir quelques clopinettes. Moi, je me bats pas pour des clopinettes, je me bats pour qu'il y ait un programme pluriannuel de dépollution de la Guadeloupe. Même si c'est mètre carré par mètre carré, si on dit qu'en 2023, on va dépolluer 10 hectares, eh bien, il faut qu'on sache que pendant ces 700 ans, nous devons aux générations futures de dépolluer hectare par hectare. Voilà, moi, ce que je peux proposer pour ouvrir le débat.